Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Moonlight, les invasions barbares, Fish Tank. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté, un plaisir coupable, les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une autrice, une animatrice, chroniqueuse, une wannabe personne parfaite. C'est Rosemée Automne-Morin. Salut Rosemée. Hey, wannabe, c'est chiant, là. Je m'en viens assez proche, j'ai mis assez T'en viens d'efforts. proche. D'accord, ben Ouais. presque personne Presque parfaite. parfaite, C'est j'aimerais mieux ça. ça, merci. Un peu de respect pour ses invités. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, c'est ça, tu animes Comment devenir une personne parfaite sur Ouais, Vero.tv qui est disponible sur tout.tv. exact. On t'a connu à Urbania où tu as été la rédactrice en chef de 2015 à 2018, puis Mhm. tu es encore chroniqueuse souvent, Reporter, ouais. reporter. On peut t'écouter dans la balado de Radio-Canada, de la plateforme audio de Radio-Canada Mhm. dans l'émission Comme disait. Ouais. Tu as publié des livres aussi, Ton absence m'appartient et Il préférait les brûler. Ton absence m'appartient, on pourra y revenir tantôt avec Les Mhm. invasions barbares, ça fait partie de tes choix. Ouais. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir c'est quoi la place qu'occupe le cinéma dans ta vie, puis comment, c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Euh, Moi, je viens d'une famille où la culture, c'est ultra important. Mhm. Vraiment, vraiment. Puis, on m'a pas forcé à un cinéma de genre, par contre. Tu sais, on m'a forcé à lire de la poésie, à lire Sartre à un âge qui avait pas de bon sens, à écouter OK. du jazz. Mais le cinéma, chez nous, là, c'était super écran quand on réussissait à le pogner avec les antennes. C'était les films à TVA. Hmm. C'était vraiment de la grosse culture pop. Donc, mon entrée dans le cinéma s'est faite par les bons classiques, là, je te Ouais. dirais, les films d'action du samedi soir, puis les films d'amour du dimanche matin. Hmm. C'est plus en vieillissant que j'ai développé un certain intérêt pour le cinéma d'auteur. J'aimais me faire raconter des histoires et j'ai compris qu'il y en a qui le faisaient mieux que d'autres. Mhm. Fait que j'ai étudié en cinéma au cégep, puis j'ai eu une petite émission sur le cinéma. En fait, j'ai collaboré à une émission sur le cinéma à la radio universitaire de l'UQAM, Choc. OK. Ça s'appelait Écran Total pendant 2 ans. C'était bien fun. Fait que c'est ça mon rapport au cinéma, je Mhm. dirais. Te souviens-tu, c'est quoi les premiers films, justement, les premiers films d'action, puis les premiers films romantiques qui t'ont marqué? Ben, tu sais, j'ai des bons souvenirs de Die Hard. Ouais. J'ai souvenir d'aimer regarder ces films-là, notamment avec mon père et mon frère, parce qu'eux tripaient plus que moi. Puis, il y a une expérience collective dans le cinéma Mhm. qui est pas à négliger. Puis, je pense que j'avais plus de plaisir à les voir triper dans leur fausse masculinité que de vraiment, moi, absorber le produit. Sinon, hey, le premier film romantique là, qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est quoi? C'est Moonstruck, Oui, Éclair de lune, oui, avec avec Cher Bruce et Willis aussi. Non, Nicolas Non, Cage. oui, Nicolas Cage, oui, oui, oui. Ce film-là que j'avais vu à TVA un dimanche matin m'avait jeté, vraiment là, jeté à terre. Puis je l'ai réécouté dernièrement, puis c'est un hostie de bon film. C'est pas juste un bon film, c'est un grand film. Ah C'est ouais, bon, c'est over the top. Des personnages colériques, ça crie tout le temps, ça sème avec toute la passion négative du monde. C'est bon. on va rentrer dans ta liste maintenant avec ton premier film, Moonlight, Oui. de Barry Jenkins. C'est un film de 2016 avec Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Janelle Monáe aussi. Ça a remporté l'Oscar du meilleur film dans la confusion totale. C'est pas ce film-là qui avait été annoncé comme gagnant du meilleur film. Finalement, On est passé de La La Land à Moonlight en quelques secondes et beaucoup de stupeur. exact. Peux-tu me dire de quoi ça parle, ce film-là? Qu'est-ce que ça Ouais, raconte?
C'est l'histoire d'un jeune homme en 3 chapitres, donc on le suit à 3 moments de sa vie et c'est un garçon noir qui a de la difficulté avec, son identité, pas juste ses origines, sa famille, mais également son identité sexuelle. Il est pas capable de créer des liens, ni amicaux, ni familiaux, ni amoureux. Puis, on le découvre à 3 moments de sa vie avec des anges gardiens différents, si on peut dire. Au fond, on voit des gens lui tendre la main puis arriver à trouver des repères dans un monde où il n'a pas eu la chance d'en avoir beaucoup. Ouais. Puis, ce que ça montre finalement, c'est une autre version de la masculinité. Puis moi, c'est ce qui m'a happée dans le film. Mmh. C'est de découvrir des personnages hommes comme j'en ai vu trop rarement et plus encore des hommes noirs puis et qui sont aimants, Ouais. qui ont une importance, en fait, qui vouent une importance au care, à l'autre. Des personnages aussi de femmes noires fortes, mais aussi aimantes, loin du cliché, du stéréotype qu'on voit. C'est fait avec une humanité puis une tendresse là, qui n'est pas possible. Puis en plus, la réalisation n'a pas de bon sens. Là. Mmh. Moi, c'est un film qui m'a hantée pendant des semaines. Puis il vient juste d'être nommé meilleur film de la décennie par Ah ouais? IndieWire. Fait que là, je me sens pas... J'avais fait mon choix avant, OK? Oui, Je t'avais écrit avant qu'IndieWire dise c'est le meilleur tout à film fait. de la décennie. Mais c'est que j'ai encore des images qui me reviennent régulièrement depuis que je l'ai vu il y a plusieurs années. Puis le personnage, justement, de Mahershala Ali est pour moi digne des plus grands. Mmh. Il est tellement précieux. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui n'ont pas rencontré ce personnage-là encore. Ouais. Puis peux-tu me dire justement comment la masculinité est représentée dans ce film-là, qui fait que ça vient te Ben, chercher? en fait, on a droit à des histoires queer, Ouais. premièrement. Et là encore, c'est qu'il y a une espèce de solidarité entre hommes. Donc, par exemple, le personnage de Mahershala Ali, il est compliqué parce que, bon, il est à la fois dans le monde de la drogue, mais il est à la fois celui qui tend la main à un enfant qui est complètement perdu puis qui va volontairement devenir sa figure paternelle. Donc, il fait un peu c'est un sacrifice, tu sais, il n'est pas attaché à cet enfant-là, il lui doit rien, mais il fait le choix de s'offrir comme mentor, d'être protecteur, d'être celui qui, dans un monde super individualiste, va mettre un frein à une lignée de solitude. Mmh. Puis c'est tellement un rôle qu'on associe souvent à la femme, ça, c'est de Ouais. prendre sous son aile, de materner. Mais ici, c'est pas ça du tout. C'est un homme dans une réalité dure qui dit, sais-tu quoi? C'est pas parce que moi, je l'ai connu que cet enfant-là que je connais pas va avoir à la subir. Mmh. Puis ça, je trouve ça tellement touchant. Parce que finalement, il change le cours de l'histoire, mais pas par la violence, pas par l'autorité, par l'amour. Mmh. Parce que les hommes aussi en sont capables, puis évidemment, on le sait, mais c'est rarement ce qu'on nous montre. Puis Oui. si on le fait, puis c'est tellement pas quétaine. Quand je le dis, ça sonne cheesy, mais c'est tout sauf quétaine. C'est d'une force, d'une puissance et d'une virilité. Mmh. C'est supra-viril, Moonlight. Oui, puis qu'est-ce que tu dirais, tu sais, je sors un peu du sujet, mais qu'est-ce que en général, les hommes devraient retirer d'un film comme celui-là, tu sais, si on fait l'espèce d'opposition masculinité saine et masculinité toxique, là? Ben, tu sais, c'est drôle parce que je lisais une entrevue du réalisateur Barry Jenkins qui réagissait à Bravo, t'as fait le meilleur film de la décennie. Mmh. Puis il disait, moi, j'étais vraiment surpris. Tu sais, j'ai fait un film avec 1,5 million de Ouais, budget. 1,5 million, c'est ouais. fuck all, là. Ça en a Même au Québec, généré on a plus de plus que 60. ça. Oui. Exactement, c'est rien, tu sais. Il dit, fait en sachant que, bon, là, j'adaptais une pièce de théâtre quand même sur des enjeux queer, je m'attendais pas à avoir une résonance, tu sais. Mais dès qu'on a commencé à faire des tests de groupe, dès qu'on a commencé à montrer le film, je me rappelle que le premier groupe, c'était des gens dans la soixantaine, en majorité blancs. Ah ouais. Puis ils sont sortis en me disant comme hey, ça me rappelle tellement ma vie ou ça me fait tellement penser à mon fils. Puis ils disaient, tu sais, j'étais comme mais de quoi de quoi vous parlez? Comment cette histoire d'homme noir, queer, seul vient vous parler? Puis donc, il a compris qu'il avait réussi à faire une œuvre super universelle avec des sujets qui apparaissent arides ou nichés. Mmh. Puis je pense que c'est là la force de Moonlight. Tout homme peut regarder cette œuvre-là puis se dire « Wow, j'ai le droit à la vulnérabilité
puis ma sensibilité n'a pas à être cachée, tu sais. Oui. Un film qui expose la sensibilité masculine n'est pas un film de filles, Oui. n'est pas un film fleur bleue. Ça peut être Moonlight. Mhm. Donc, il y a une façon différente de se raconter, puis de valoriser toutes ces belles qualités qu'on a en tant que personnage masculin. Je pense vraiment que c'est là. Il faut juste retenir qu'en étant tendre, on peut être un maudit bon personnage de Oui. film masculin. Oui. On n'a pas à répondre à d'autres standards. Mhm. Puis dans ton entourage, est-ce que tu as constaté une évolution, sans nécessairement que ce film-là ait eu un impact, mais est-ce que tu vois une évolution Ben oui. depuis quelques années de la masculinité, de notre façon de traiter de la masculinité? Ben oui. Moi, tu sais, puis un bon exemple, c'est quand Radio-Canada a annoncé la sortie de la série Les Mecs, par exemple. Oui. Nouvelle série qui n'est pas encore parue. Puis dans le communiqué de presse, c'était maladroitement écrit que ce serait un safe space pour hommes Oui. de 50 ans, tu sais. Puis rapidement, il n'y a pas juste les féministes là, qui se sont insurgés, il y a beaucoup de gens qui ont écrit comme je pense pas que les hommes ont besoin d'un safe space. Mhm. Puis si tu veux raconter la masculinité, tu as encore le droit, mais tu peux plus le faire sous le couvert de faux prétextes. Oui. Puis ça, pour moi, c'est le signe d'une évolution claire de on n'est pas contre les personnages masculins, il y en aura toujours. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on peut exploser le cadre? Puis Oui. je pense qu'on se le permet de plus en plus. Je pense qu'en tant que spectateur, on s'y attend davantage. Fait que, tu sais, Tout à fait. Moonlight livre la marchandise. Il y a un paquet d'œuvres qui, dans le même sillon, ont cherché à réinventer un peu l'homme. Puis pas à le réinventer, juste à le montrer dans ce qui peut être de complexe puis de fragile. D'ailleurs, la série Fragile, excellent exemple québécois de masculinité réinventée. Que j'ai pas encore vu, mais qui est vraiment sur ma watch list. Mon doux. Oui, oui. Puis je veux dire aux auditeurs qui connaîtraient pas Mahershala Ali, regardez ce qu'il a fait. Quel acteur, puis il a une gueule incroyable J'en aussi. suis là. tout à fait amoureuse, là. Je veux pas l'objectifier, là, mais quel artiste! Il est fabuleux. Il est fabuleux. Tout à fait. On va passer à ton deuxième film, qui est Les Invasions barbares de Denis Arcand, film de 2003, qui lui aussi a remporté un Oscar, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, qui a un casting hallucinant. Là. Je peux pas nommer tout le monde qui est dans ce film-là, mais en rafale, il y a Rémi Girard. L'UDA est dans ce film-là, mais c'est Rémi Girard, Dominique Michel, Stéphane Rousseau, Marie-Josée Croze, Isabelle Blais, Dorothy Berryman et Louise Portail. Il y a Pierre Curzi. C'est la suite du déclin de l'Empire américain qui avait fait 18 ou 19 ans avant. Encore là, peux-tu me dire qu'est-ce que ça raconte, Les Invasions barbares? C'est un film sur le suicide assisté, finalement. Donc, le personnage de Rémi Girard est à la fin de sa vie. Il est malade, sait qu'il va partir et décide de profiter du peu de temps qui lui reste pour préparer son départ. Donc, retrouve ses vieux amis, ses anciennes amantes étudiantes, évidemment. Il est toujours cet intellectuel universitaire qui aime débattre, mais qui doit aussi recréer les ponts avec ses enfants avant de mourir. Puis c'est là son gros défi. Donc, Stéphane Rousseau joue son fils qui revient d'outre-mer pour être à son chevet jusqu'à sa mort, pendant que sa fille Isabelle Blais est sur un voilier là, quelque part dans l'Atlantique et ne peut pas revenir. Donc, c'est à lui de prendre toute la responsabilité, puis d'orchestrer finalement le départ de son père dans un système médical où tu n'as pas encore le droit de demander de mourir, où les syndicats run la shop. Donc, ça reste un film, là, évidemment, de dénonciation sociale. Là, ça reste de New York. Mais au cœur du scénario, c'est la mort d'un père qui essaye de faire la paix avant de lever les pattes. Oui. Puis ce film-là, tu m'avais dit qui te touchait parce que justement, tu l'as vu au moment où ton père était mourant. Oui. À quel âge t'as perdu ton père? J'avais 16 ans. Okay. Le film est sorti là, quelques mois avant. Puis, tu sais, vraiment, on en était à une étape où là, mon père allait bientôt rentrer à l'hôpital. On le savait. Il y avait un cancer depuis plusieurs années. Puis, on comprenait qu'on était là dans le dernier sprint. Puis mon père aussi était très souffrant, tu sais. Puis mon père, éventuellement, m'a demandé d'aller demander à l'infirmière comment on fait pour mourir. Puis à l'époque, l'aide médicale à mourir n'existait pas. Puis
c'était épouvantable de voir quelqu'un devoir attendre sa mort dans des conditions qui sont inhumaines, tu sais. Puis le film avait une grande résonance déjà pour moi, même si j'avais pas vécu ce moment que je ne souhaite à personne avec mon père, parce que je savais que ça allait m'attendre, parce qu'on avait tellement discuté de la maladie chez moi que je savais que mon père souffrant voudrait en finir. Puis là, j'avais droit à un personnage d'homme mégalomane, ce que mon père était, tu sais. OK. Mégalomane intellectuel, tu sais. Le personnage de Rémi Girard aurait pu littéralement être mon père dans la vie, tu sais. C'est comme si je voyais tout d'un coup tout ce qui m'attendait. Puis autant, c'est un très bon film, c'est un très beau film, autant c'est un coup de poing dans le ventre. C'est comme faire un rêve prémonitoire puis voir que tout ce qui allait m'attendre, c'était de la douleur. Mais heureusement, il y avait des moments de grande beauté dans le film, des moments de retrouvailles, des moments de confidence, des moments de tendresse. Tu sais, sans vouloir voler de punch, j'ai une magnifique scène dehors, tu sais, de groupes qui sont capables d'accompagner quelqu'un qui aime dans la mort. Tu sais. Donc, il y avait aussi cette idée de « et si je pouvais être présente, puis si à travers tout ça, on était capable de s'apaiser les uns les autres. » Fait que c'est très contradictoire comme émotion, mais je pense que ça a généré une expérience pour moi qui allait vraiment au-delà du cinéma, puis qui en même temps était précisément le cinéma. Parce qu'il y a une scène où Isabelle Blais est sur son voilier, puis elle s'adresse à un écran pour faire ses adieux à son père, tu sais, parce qu'elle sera pas là. Puis elle lui dit, tu sais, c'est tard comme c'est bon coup. Puis, je sais pas, elle lave son linge sale et c'est terminé. Tu sais, on va jaser pour vrai. Puis, à travers tout ça, elle lui dit à quel point elle l'aime. Puis, je me suis tellement reconnue dans ce personnage-là que quand le film a fini, je pleurais, puis j'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait ça avec mon père. Ah ouais? Je l'ai appelé. Puis j'ai fait, je viens de voir ça, puis je pense qu'il y a des choses qu'il faut que je te dise, tu sais. Donc, quand je dis que c'est une expérience qui est finalement très, très, très propre au cinéma, c'est que l'art, pour moi, ça peut servir à ça. Tout à fait. Puis je me demande qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ce film-là, sachant les thématiques qui allaient être J'adore abordées. souffrir. OK. Moi, j'aime pleurer au cinéma. J'aime pleurer quand je lis, j'aime pleurer en écoutant des chansons. Moi, j'aime être shakée. Je suis une personne très rationnelle et pragmatique dans la vie. Puis j'ai une belle sensibilité, mais je pleure rarement sur moi-même, tu sais. Fait qu'il me faut une œuvre pour exorciser mes émotions. J'ai besoin de passer ça par un personnage. Mais j'en suis pleinement consciente. Donc, j'écris des livres où j'en consomme. Et là, je projette ce que je vis dans autrui, puis ça me permet de pleurer mon sort sans me sentir lame de le faire. C'est sain, hein? Oui, tout à fait. Puis justement, tu as écrit le livre Ton absence m'appartient sur l'absence de ton père avec laquelle tu dois vivre à tous les jours. Mais je veux savoir, une fois qu'il est décédé, tu as 16 ans, comment à 16 ans on vit avec le départ d'un parent? Bien, c'est particulier parce que moi, je l'attendais depuis 14 ans. Au fond, mon père s'était fait diagnostiquer un cancer incurable quand j'avais 2 ans. Puis on lui donnait 2 ans à vivre comme espérance de vie. Donc, en théorie, il devait être mort quand j'avais 4 ans. Donc, on m'avait averti très rapidement. Alors, chaque jour était un jour gagné, finalement, contre le destin. Donc, je pense que c'est un cas particulier, tu sais, parce que c'est comme si j'avais gagné 14 ans avec mon père plutôt que de l'avoir perdu trop tôt. Mais c'est sûr que ça laisse un creux qui n'est pas possible parce qu'à l'adolescence, c'est une période charnière de notre construction identitaire. C'est une période où on a encore besoin d'un parent, je veux dire littéralement. Là, monétairement, je ne travaille pas. J'ai besoin qu'on me conseille, j'ai besoin qu'on m'aide à prendre des décisions. Mon cerveau n'est pas formé, je ne suis pas fait pour être orpheline. Fait que c'est sûr que ça laisse un trou immense. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que dans le film de Denis Arcand, on dénonce beaucoup le milieu de santé, mais quand ça s'applique à un parent mourant qui a des enfants, le système n'abandonne pas la famille. Au contraire, là, il y a tout un filet qui se déploie pour protéger les membres de la personne mourante. Alors, j'ai eu droit à des psychologues, à des travailleurs sociaux, à des accompagnantes à l'hôpital. Puis, sans ce système-là, les choses auraient été très différentes, mais on a été accompagnés. Puis ça fait partie des belles choses qui peuvent survenir dans un deuil
Ouais. de le vivre en famille avec des personnes équipées pour nous aider. Mhm. Puis depuis ce premier visionnement crève-cœur, est-ce que tu as revu le film? Puis est-ce que ça te refait ce Oui, genre d'émotion-là à chaque oui, fois? vraiment. Oui, mais là, ça a ajouté un petit facteur. Au moins, là, je me suis beaucoup accrochée à l'histoire de Stéphane Rousseau et Marie-Josée Croze. OK? Donc, je me demande souvent qu'est-ce qui aurait pu être ensemble. Hmm. Mais c'est un pattern que j'ai. Moi, c'est dans un film, tu me laisses croire qu'il aurait pu avoir une histoire d'amour, mais que les gens ont fait un choix raisonnable pour ne pas la poursuivre, tu m'as gagné. OK. Là, je vais passer des semaines à fantasmer, mais s'ils n'avaient pas eu la pression d'être de bons adultes, qu'est-ce qu'ils auraient pu vivre? À côté de quoi ils sont passés? Moi, La La Land, là, Oui. tabarnak! Brailler de même. Moi, la plus grande tragédie que tu peux montrer au cinéma, c'est des gens qui se choisissent pas, mais pour les mauvaises raisons. Ça m'anéantit. Fait que là, c'est ça. Il y a un peu le spectre de l'amour qui est venu atténuer mon deuxième vision. Aujourd'hui, comment il existe dans ta vie? Comment tu gardes son legs vivant à ton Mon père? père, Ouais. c'est sûr qu'écrire des livres sur lui pour expérimenter à la fois la frustration, l'amour et la colère, ça m'aide. Mhm. C'est comme entreprendre une petite thérapie. Oui. Mais par ailleurs, depuis quelques années, j'ai inventé la Saint-Michel, mon père s'appelait Michel, OK. qui est une fête païenne où, étant donné que mon père était un homme peu responsable, mais complètement créatif et charmant. C'est une journée où je décide de faire uniquement ce qui me tente en faisant complètement fi de mes responsabilités. Donc, pendant une Saint-Michel, par exemple, je me suis déjà couchée à 5 heures du matin, même si le lendemain, je devais rentrer au bureau à 8 heures pour réviser un magazine en entier, ce qui demande quand même de l'attention. Et ce que j'ai fait, là, en réussissant haut la main, mais ce que je veux dire, c'est que la Saint-Michel, c'est un moment où je n'ai pas le droit de prendre des décisions juste parce qu'elles sont raisonnables. Ouais. Genre, si Stéphane Rousseau avait rencontré Marie-Josée Croze pendant la Saint-Michel, ils seraient ensemble aujourd'hui. Ouais, vraiment. Ou ça serait séparé, mais il aurait essayé. Exactement. Genre, si vous voulez sortir avec moi, même si j'ai un chum, trouvez la date de la Saint-Michel, tentez-moi un peu avant, écrivez-moi au bon moment, ça se peut. C'est l'invitation est lancée aux auditeurs. C'est bizarre, mais c'est de la transparence. On va passer à ton troisième film. Pourquoi? On est bien? Donc, Fish Tank 2009 de Andrea Arnold. Ça met en vedette Kathy Jarvis et Michael Fassbender. Beaucoup d'acteurs non professionnels aussi, ou des acteurs qu'on n'a jamais nécessairement revus après. Michael Fassbender, Ça va. oui, ça va bien. Il a fait des films de X-Men, il a fait j'ai pas dit ça en tête, Shame, Shame. Hunger. C'est ça, toutes les. Oui, de Steve McQueen. Encore là, Fish Tank, c'est la même question que je te pose depuis tantôt, mais ça raconte là, quoi? je sors les gros canons. Là. Fish Tank, là, ça, watchez-vous bien. C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui tripe sur le hip-hop et qui va développer un kick sur le nouveau chum de sa mère. Et le nouveau chum de sa mère va complètement nourrir ce béguin-là et en profiter sexuellement. Puis psychologiquement, va finalement dominer cette adolescente-là qui, évidemment, ne comprend pas ce qui se passe. Là. C'est une adolescente de 15 ans qui crouse le chum de sa mère. Ouais. Puis, moi, c'est un film qui m'a rentré dedans parce que excellent scénario, acteur complètement fabuleux, trame sonore de rêve. Là. Si c'est pas déjà fait, allez écouter la version de Bobby Womack de California Dreaming. Ça n'a pas de bon sens et ça a un rôle important dans le film. Mais au-delà de ça, c'est la première fois qu'une réalisation me jouait dans la tête comme celle d'Andrea Arnold. Je m'explique. Oui. Le personnage de Michael Fassbender, vous l'aurez compris, est un mange-marde. On est loin de la masculinité positive et saine de Moonlight. Ça se peut pas, là. C'est vraiment un humain abject, OK?
Puis on le sait tellement rapidement, c'est pas un punch, là. On le sait à la seconde 2. Mhm. Mais la première fois qu'on le rencontre, il y a un plan de caméra qui veut nous faire sentir le désir que va ressentir la protagoniste. Donc, le plan de caméra passe sur son ventre nu, puis Mhm. ses abdos, et on l'objectifie là, complètement. Ouais. Comme les femmes sont perpétuellement objectifiées Ouais. dans le cinéma. Mais moi, quand on objectifie une femme, ça me met en colère, ça m'excite pas. Mhm. Mais là, on objectifiait Michael Fassbender et je me sentais prise en otage. OK. Parce que c'est tellement rare qu'on essaye de sexualiser des protagonistes Mhm. masculins que là, je découvrais ce que vous vivez à toutes les fois que vous regardez un film. Puis là, mon Dieu, pas vous! C'est bien rochant. Parce que je veux pas, moi, je veux pas objectifier cet homme-là, mais on me laisse pas le choix. La Mhm. caméra le fait tellement bien que nécessairement, je suis en train de me demander qu'est-ce qui goûte ce ventre-là. J'ai pas le Ouais. choix. On m'a obligée à le faire. Puis là, en plus, il est pas fin. Fait qu'on vient vraiment confronter mon désir. Qu'est-ce qui peut stimuler mon désir? À quel point il peut être généré par autrui? Est-ce Ouais. que tu entends mon chum qui vide le lave-vaisselle? Ça, c'est un Un bel petit peu. exemple de bonne masculinité. Désolée pour ça, hein? C'est bien correct, c'est bien correct. C'est ça. Donc, vraiment, ça m'a fait poser des questions sur la sensualité, sur la façon dont on filme les hommes par rapport aux femmes, à Mhm. quel point une femme réalisatrice peut endosser les codes aussi que moi je Oui. décris quand ils sont tenus par autrui. Évidemment, elle le faisait pour des bonnes raisons, là. C'était vraiment pas gratuit, au contraire, c'était pour qu'on ait une plus grande compassion envers l'adolescence, Oui. qu'on la comprenne. Mais ça m'a tellement shaké. Première Mhm. et une des rares fois, je pense, où j'ai senti un homme aussi sexualisé par une Ouais. caméra. Tout à fait. Puis, ben, Michael Fassbender, justement, on parlait de Shame, de Hunger, où il a souvent mis son corps au service d'une Oui, caméra voyeur, je ne sais pas ouais. si c'est le bon terme, mais on a beaucoup parlé du terme du male gaze dans les Mhm. dernières 5-6 dernières années, qui est ce concept-là, justement, de filmer un corps avec une Des yeux caméra, d'homme. des yeux Ouais, d'homme, puis une espèce d'appétit pervers que certains ouais. hommes ont envers le corps de la femme, mais souvent dans des scènes inutiles. Justement, comme tu le décris, ça semble pas C'est inutile ou zéro inutile, mais c'est quand même tellement rare le female gaze Oui! qu'il y a de quoi surprendre. J'en revenais pas, je regardais ça en me disant, mais c'est une révolution, tu sais. Mhm. Puis là, en plus, c'est que ça vient jouer dans des thèmes tellement sensibles, le désir d'une jeune fille. Il n'y a Ouais. rien de plus malaisant. Si tu veux faire un froid dans un souper de famille, parle du désir sexuel chez les jeunes filles. Mhm. Une personne veut entendre ça. Mon roman, Il préférait les brûler, porte Ouais. beaucoup là-dessus, sur le désir que tu peux ressentir enfant, adolescente. Et en partie parce que tu as des hormones, mais en partie parce qu'on t'apprend que c'est ton rôle de jeune Ouais. fille, que tu n'es valable qu'une fois désirée. Donc, c'est sûr que tu vas rapidement chercher à susciter le désir parce que tu veux être une personne qui a le droit d'exister. Puis Mhm. en tant que femme, exister, c'est être regardée. Donc, on joue exactement avec cette thématique-là. Ici, c'est super confrontant. Et c'est ce qui fait, à mon avis, de Fish Tank un grand film. C'est un immense et très long malaise, Mhm. mais qu'il faut consommer, Ouais. même si on n'aime pas ça, quitte à le regarder avec les doigts entre les yeux, là. Mhm. parce qu'on ne veut pas tout voir, mais en même temps, ça, c'est le genre d'œuvre qui vient bousculer, là encore, pour des bonnes raisons. Mhm. Pour nous faire réfléchir, pour nous faire cheminer, pour qu'on se rappelle aussi toutes ces fois-là où des hommes ont essayé d'abuser de leur pouvoir puis Mhm. de nous imposer leur désir quand on était à un âge où tout ce qu'on voulait, c'était apprendre une maudite chorégraphie de hip-hop. Ouais. Puis, je trouve que que ce soit dans le cinéma ou dans la société ou dans à peu près tous les arts en général, le corps de l'homme est jamais ou très peu fétichisé ou montré Non. comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui peut être célébré aussi. Là. Puis c'est rare on va rarement dire à des hommes qui sont beaux, justement. Ce qui m'amène à une question. En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que toi, tu trouves de beau dans le corps masculin? C'est pas de savoir tes goûts, tes préférences en termes d'hommes, Non, mais non, je qu'est-ce qui fait que comprends. tu trouves qu'un
que le corps d'un homme peut être quelque chose de beau. Mais je pense que c'est dans la manière dont on le filme, parce que, tu sais, moi, tu me montres un super-héros en chest, Mhm. je n'ai pas cette réaction-là que j'ai eue en regardant Ouais. Fishtank. Quand on montre la beauté masculine stéréotypée, donc ce qu'on entend par beau, là, je sais pas, des gros pipes, un peu huilés, un gars en sueur qui vient de sauver l'humanité pour une énième fois d'une force étrangère. Bien sûr. C'est pas ça pour moi. C'est rarement filmé par des femmes, fait qu'on peut même pas parler de female gaze, mais Mhm. c'est pas ça qui va générer de la beauté et un ressenti. T'sais, c'est pas ça qui va me troubler. C'est plutôt l'espèce de sensualité qu'on va porter dans la caméra. Mhm. Puis c'est là qu'Andrea Arnold frappe fort. C'est qu'elle me laisse même pas le choix de trouver ça beau ou pas. Ouais. Parce que son intention est claire. Parce qu'elle aurait pu filmer n'importe quel corps si elle avait fait dans cet angle-là, avec cette lenteur-là, avec cette fraction de seconde de trop posé proche du nombril, n'importe quel corps aurait été beau. Mhm. Tandis là, c'est du talent, c'est même pas de la beauté esthétique. Ouais. Puis, à ton avis, comment est-ce qu'on devrait inculquer aux jeunes femmes à ne pas nier ces désirs-là? Tu l'as dit, tu sais, si tu veux foutre un malaise, parle des Aïe, désirs des aïe, jeunes femmes, mais comment est-ce qu'on peut parlez. en venir à dire... Parce qu'on enseigne beaucoup aux garçons à aimer le corps des femmes puis Ouais, à saliver devant des corps ouais. féminins, mais Ben, il ce qui faudrait est pas, ce qui est pas normaliser bien, le c'est ça. désir féminin, point. Parce Oui. que là, normaliser le désir de la jeune fille quand on n'ose même pas parler du désir de la femme, le chemin est long, là. Tu sais, je pense que juste rendre acceptable que la femme possède un désir sexuel puis qu'elle puisse le manifester. Moi, honnêtement, je voudrais plus de nudité gratuite dans le cinéma, mais j'en voudrais de tous les genres. Je voudrais plus de les salopes ou le sucre naturel Oui, de la peau. Plus de Brigitte Poupard oui. en personnage féminin fort qui a envie de sexe avec à peu près tout le monde parce que c'est comme ça qu'elle est puis qu'elle ne va pas s'excuser non plus. Mhm. Puis j'ai envie de voir des corps de femmes dans la quarantaine désirer puis avoir ce qu'elles désirent. Puis une fois qu'on aura une espèce d'égalité dans la représentation de la sexualité, des corps, de la sensualité, bien là, peut-être qu'on sera capable de reconnaître qu'il y a des systèmes qui nous invitent à tort, très jeunes, à je sais pas, cultiver le désir. Oui. Là, on pourra avoir une discussion, mais en attendant, tabarouette, montrez-moi autant de pénis que vous me montrez de totons. Ben oui. Montrez-moi pas juste des corps de jeunes nymphètes qui sont utilisés. Montrez-moi des nymphètes qui utilisent. Montrez-moi leur mère. Mhm. Montrez-moi tout le monde. Ben oui, puis normaliser des corps, puis normaliser des pénis aussi. Ça, Les... je comprends pas. Puis, Pour qui a décidé que mon corps à moi était montrable, mais pas le tien? ouais, c'est ça. Puis les pénis sont toujours montrés comme une joke, comme une blague ou Ouais, comme un punch à un moment malaisant. Puis hop, soudain, tu sais, quand on en ouais. voit, puis encore plus dans le cinéma américain, les rares fois qu'on en voit un, justement, c'est Ben, c'est classé pour faire une niaiserie. pornographique. C'est ça. Fait Ou que, c'est tu pour sais, faire là, une niaiserie, pour faire une ouais, ou tu sais, connerie. mettons les idiots là, de Lars von Trier, puis là, ah Ouais. ouais, ok, mais tu sais, c'est des acteurs porno, c'est vraiment du cinéma. Mais je comprends pas. Ou au Québec, qui vient de faire ça? L'acrobate, que ça s'appelle, c'est ça? Ça se peut. Crime, je viens juste de le voir en plus. Ah! C'est le réalisateur de. Je vais le retrouver. Mais au Québec, on vient d'en faire un avec. J'ai de la misère, avec Batlam Oui, de oui. le casse. Sébastien Ricard. Sébastien Ricard. Sébastien Ricard vient juste de faire un film où on voit beaucoup de pénis et de tendresse entre hommes. Puis là encore, ça a été, c'est classé 18 ans et plus, tu sais. Mhm. Mais pourquoi? Parce qu'on voit un pénis. Puis je dis pas qu'il faut montrer toutes les parties du corps, mais moi, je veux juste que c'est pas égal si on décide que les miennes sont montrables. J'aimerais Oui, juste comprendre pourquoi certains genres peuvent être sexualisés plus que d'autres, je veux dire. tout à Puis fait. plus on va en montrer, plus on va montrer de sexualité réaliste, plus on va arrêter de s'imaginer que ça ressemble pas à ce qu'on vit à la maison, plus on va avoir des discussions d'éducation sexuelle. Moi, je rêve de plus de cul au cinéma. Oui.
Même si c'est super gênant en famille. Mais ça l'est, mais c'est un vieux débat, mais on parlait des films de super-héros, est-ce qu'ils peuvent éclater la tête de qui ils veulent Oui! sans conséquence, mais montrer Oui. des fesses, Ah non, soudainement, c'est mal, faut pas voir ça, faut effacer ça. absolument! Plus Ouais, d'intimité. exact. On va faire une courte pause là-dessus. Au retour, on parle du privilège malsain de la frugalité. Euh, On va Ça mettre sonne une... pas vendeur de même, mais en gros, c'est moi qui pète une coche contre les messieurs riches qui nous disent comment vivre. Oui. Puis on va mettre une belle couche de crémage de Noël sur la représentation un peu douteuse de la masculinité, encore une fois. On vous revient tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Rosemée Automne-Témorin, avec qui, en première partie, on a parlé des films Moonlight, Les Invasions barbares et Fish Tank. Maintenant, on va parler du film que tu as détesté, qui est Minimalism, 2015, de Matt Davella, qui met en vedette 2 gars que tu adores sûrement, Ryan Nicodemus et Dan Harris. C'est un documentaire qui est un phénomène. Là. Je pense qu'il est encore disponible sur Netflix. Probablement encore dans les plus regardés. Là. Ça a Probablement vraiment dans les été là, un raz-de-marée. Là. Ça a tout enseveli quand c'est Ouais. sorti. Avec raison, là, les 2 gars avaient quand même un podcast écouté par 6 millions de personnes régulièrement. Là. Deux hommes bien établis là, dans le mouvement minimaliste. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est un documentaire qui explique comment être minimaliste, le plaisir qu'on va avoir de se débarrasser le plus possible de toutes nos possessions, de vivre dans la frugalité avec le moins possible. Pourquoi toi... J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont capoté sur ce film-là, Oui, comme tu as dit, comme beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a répugné, si je peux dire le mot? Oui, tu peux. Moi, j'ai aucun problème avec le minimalisme. Je trouve même que c'est une théorie super valable. J'y crois. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de possessions non plus. J'aime pas ça. C'est un choix. Je préfère vivre avec moins et profiter davantage de ce qui m'apporte plus de bonheur qu'un bibelot. Mm-hmm. Le problème, c'est que pour moi, dans ce documentaire-là, il y a 2 gars super privilégiés et riches, ils sont très riches, qui font le tour du monde pour expliquer aux gens que tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est moins de cossins puis plus de câlins, puis que pour le découvrir, ils ont juste à acheter leur livre. Ouais. Et ça, moi, acheter le livre, ça va pas trop, même ils en parlent dans le documentaire, c'est valable, ils sont conscients, il n'y a pas de souci. Mais tu as 2 célibataires de Californie là, qui ont un salaire dans les 6 chiffres et qui un jour disent « Sais-tu quoi? C'est pas ça le bonheur. Non, moi, le bonheur, c'est d'avoir 3 chemises. Je vais tout abandonner et poursuivre mon chemin de vie. Puis, ah mon Dieu, je me sens tellement libérée depuis que c'est le cas. Je dois répandre la bonne nouvelle. » Monsieur, premièrement, tu es un monsieur blanc de 30 ans, riche, qui habite au soleil. Ah ouais. Ils ont des looks de surfeurs, là, carrément. Là. Complètement. Puis là, maintenant, tu fais le tour du monde pour parler avec du monde. Je suis sûre que tu es content. Ben oui, tu y touches le bonheur, mais comprends-tu que c'est pas à la portée de tout le monde? Moi, que tu expliques aux gens qu'il y a une liberté dans le fait de posséder moins puis de tourner le dos au capitalisme puis au mode de consommation qui nous bouleverse, il n'y en a pas de souci. Mais de prétendre que c'est la recette au bonheur sans questionner les systèmes qui nous poussent à acheter, c'est là que moi, j'ai un problème. Réalises-tu ton privilège? Ouais. Est-ce que tu comprends que la majorité des gens
peuvent pas s'acheter l'outil super performant qui remplace 10 outils de cuisine pour mieux libérer ton comptoir. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens n'ont pas l'argent pour se tourner de la fast fashion puis pas aller chez H&M. Les gens n'ont pas les moyens de posséder juste 3 chemises quand ils n'habitent pas sur le bord de l'océan puis qui ont un hiver. Ouais. Est-ce que tu comprends que le monde qui écoute ton podcast, c'est pas juste des gens spirituels, mais des gens qui sont pris dans une crise économique, dans un divorce, qui ont perdu leur job puis qui se demandent comment trouver du sens maintenant qu'ils doivent se départir de choses dont ils ont besoin. Si ça, tu n'en parles pas dans ton documentaire, tu m'apparais comme un gourou qui essaye de me convaincre de sa supériorité morale et qui, à la rigueur, performe une spiritualité. Puis ça, au cas où ce serait pas clair dans mon ton, ça me met en crise. Fait que j'ai haï ce documentaire-là, même si sur le fond, le message est intéressant, il est valable, les intervenants sont intéressants, les personnes qui choisissent d'adopter ce mode de vie-là sont intéressants. Là n'est pas le problème est dans la forme du produit et dans ce qu'on a décidé de mettre en lumière ou non. Puis si tu occultes la lutte des classes et tes privilèges, ben je m'excuse, tu viendras pas m'expliquer comment être heureuse. Effectivement. Donc, aucune idée c'est quoi struggle. Oui, je sais, il y en a un qui était pauvre dans son enfance. Parfait, je comprends. Mais si tu n'as pas eu les responsabilités d'adulte dans la vulnérabilité et l'instabilité, tu peux me dire comment toi, tu es heureux, mais tu peux pas élever ça en rang de prophétie à promener partout dans le monde dans un documentaire. Moi, je suis mal à l'aise. Tu as le droit de le faire, mais moi, j'embarquerai pas. Oui. Oui, puis je veux dire, les gars font des genres de prières ou une espèce de sermon à certains moments. Ils ont inventé un vocabulaire, hein, ce qui les rapproche dangereusement de gourous. Là. Donc, la maladie, c'est le stuff. Avoir des possessions, c'est des pacifiers. Et il y a le mot value aussi. Je m'excuse de regarder en anglais, mais ils ont vraiment des termes qui leur sont propres. Ils élèvent quasiment ça en religion, tu sais. Alors que le minimalisme est une façon de penser que tout le monde peut évidemment s'approprier pour des raisons qui leur sont propres. Mais si tu fais un documentaire sur la question, je m'attends à ce que tu nous questionnes réellement. Pas juste que tu montres que ton mode de vie, il est donc bien formidable. Oui. Qu'est-ce que tu penses des autres mouvements comme Marie Kondo, par exemple? Est-ce que tu as le même... Ben, oui, je suis un peu toujours dans... Mais en même temps, Marie Kondo, elle nous parle d'un art ancestral. Je peux pas... C'est pas la même chose, tu sais. Puis Marie Kondo, elle nous invite à se départir juste de ce qui nous apporte pas de la joie. Tu sais, je ne tripe pas nécessairement sur Marie Kondo, mais il y a quand même une position où le privilège est moindre. Marie Kondo, elle ne dit pas tu ne devrais pas avoir plus que 10 items dans ton garde-robe. Elle te met pas de balise. Elle dit tu devrais juste avoir des choses qui te rendent heureuse. C'est pas très compliqué, tu sais. Puis après ça, il y a quand même tout un esthétisme qui vient avec le mouvement minimaliste. Puis là, on peut se questionner, tu sais. Est-ce qu'on cherche à se libérer ou on cherche à avoir un beau loft blanc et épuré, tu sais? Puis toutes ces questions-là, pour moi, doivent faire partie d'un documentaire où on plonge vraiment dans le sujet. Autrement, c'est un spectacle. Effectivement. Oui. On évacue beaucoup, tu sais, pour finalement performer. Puis, Marie Kondo, c'est un bon exemple. Tu sais, la série sur Netflix, c'est quand même bien des gens qui performent sa technique. Puis, c'est correct, ça peut exister. Mais personnellement, mon doux que je trouve ça dérangeant. Oui. Puis, comme tu dis, quand il n'y a pas une réflexion plus grande sur comment est-ce qu'on peut appliquer des principes minimalistes sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. Bien sûr! C'est parce qu'après ça, tu fais juste encore me dire que la responsabilité est sur mes épaules. Que le bonheur est accessible. Je n'ai qu'à agir. Mais voyons donc, non! Non! Le bonheur est certainement accessible pour bien des gens, mais clairement pas pour tout le monde. Puis c'est pas vrai que des personnes pauvres, en se débarrassant d'affaires, vont être plus heureuses. Et là encore, il y a quelque chose que je trouve tellement dérangeant dans le fait de se féliciter, de se débarrasser d'affaires, quand la majorité des gens dans le monde n'en ont pas assez pour être confortables. Tout ça, tu peux le faire.
mais tu dois le faire avec une conscience plus grande que ton Ouais. simple bonheur. Puis c'est ce que je reproche beaucoup à ces mouvements semi-spirituels-là qui émergent, c'est-à-dire de se concentrer sur notre bonheur propre plutôt que celui collectif. Minimalisme, OK, le collectif, il le trouve dans les groupes de rencontres et le podcast et le partage humain de câlins, mais globalement, ce qu'il appelle au bonheur individuel, il n'appelle pas à la révolution, il Mhm. n'appelle pas à la fin du Ouais. capitalisme, tu sais. Puis là encore, ça revient à quelque chose qui me gosse tellement profondément, c'est-à-dire de s'intéresser à la recette du bonheur d'anciens entrepreneurs hommes blancs, là. Ouais. Hey, on a-tu fait le tour? C'est quoi, 80% des podcasts américains, c'est ça? C'est Wow! effectivement. Tu as réussi à Silicon Valley, tu dois avoir compris Mhm. le bonheur. Explique-moi comment vivre ma vie de famille. Non, les entrepreneurs n'ont pas tout compris. Là, un moment donné, il va Ouais. falloir arrêter des élever au rang de gourou aussitôt qu'ils ont l'air reposés. Là. Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis il y a ça qui me gosse aussi, qui est plus grand que le documentaire. Oui. C'est beaucoup de frustration accumulée Non, je quant comprends, oui. au genre documentaire. Mhm. Puis il est Puis, incarné parfaitement par Minimalism. ouais. Puis toi qui est sur le bord, là, au point d'être une personne parfaite, Oui. comment tu appliquerais justement une notion de minimalisme dans ta vie pour être une personne parfaite? Ben, tu sais, je l'ai fait, mettons, dans l'épisode pour devenir plus organisé, j'ai fait la méthode Marie Kondo avec une madame Marie Kondo, certifiée, Mhm. fabuleuse. Et pendant 3 mois, j'ai épuré ma maison en gardant, ben, tu sais, épurer ma maison. Les gens ne peuvent pas voir, on est un podcast, mais tu sais, je suis entourée de livres présentement jusqu'au sol, OK? Ma maison n'a pas l'air épurée. Mais ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir des livres. Oui. Donc, il y a ça que j'ai appliqué et qui, pour moi, représente la perfection. Mais il y avait une critique dans l'épisode. J'ai pas juste fait Marie Kondo. On s'est demandé qu'est-ce que ça représente de chercher à contrôler autant notre environnement. Ouais. Pourquoi on a besoin de faire ça? Ah, parce qu'on n'a plus le contrôle sur rien. Il nous reste à avoir le contrôle sur notre maison. Puis on a l'impression qu'en l'organisant à outrance, on gère. Mais c'est quoi? En organisant à outrance, on essaie juste de camoufler notre angoisse existentielle. C'est ça le résumé de l'épisode. Fait que mon angoisse existentielle, elle vient certainement pas du fait que j'ai trop de fourchettes, OK? Ouais. Puis oui, je peux m'en débarrasser pour un paquet de bonnes raisons qui m'appartiennent, mais c'est pas vrai que mon bonheur à long terme va résider dans le fait que mon tiroir d'ustensiles va être plus vide. Mhm. Non. Il va falloir détrôner le patriarcat, anéantir le capitalisme, le racisme et tous ces autres problèmes ambiants avant de vraiment pouvoir prétendre au bonheur collectif. Très bien dit. Euh, Restons dans la joie et le bonheur avec Noël. Oui, Quel mauvais lien. oui, je salue l'effort. Merci. 3 sur 10. On va parler de Love Actually de 2003, un film de Richard Curtis. Et je trouvais ça intéressant de faire le lien entre Les Invasions barbares qui est sorti en 2003 et ce film-là qui est sorti en 2003 parce que les deux films, le seul point qu'ils ont en commun, c'est d'avoir des énormes castings. Insensé. C'est fou, c'est Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Laura Linney, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Monsieur Bean est dans ce film-là, ça n'a pas de Oui. sens. Donc, c'est encore un film choral. Ce film-là, je l'ai toujours vu. Je ne l'ai jamais regardé, mais j'ai vu le DVD chez ma soeur, chez ma mère, chez mes tantes, chez ma Ben oui, grand-mère. Il est partout. Ce c'est le film-là, plaisir coupable féminin par excellence. mais ça raconte quoi? J'ai aucune idée même de ce que ça raconte. Ben voyons, c'est bien gênant, ça. T'as Je sais, jamais je vu. ne l'ai jamais regardé. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un film de Noël, c'est peut-être Je parce que... suis sans mots. Ouais, C'est pas un film de Noël, c'est un film d'amour choral dans lequel oui. on suit l'épopée amoureuse de différents personnages Mhm. et qui tous plus grands que nature. Et bon, oui, OK, ils ont en commun de fêter Noël. Mais c'est pas un film de Noël, c'est vraiment un OK. film de déchirement, il y a du deuil, il y a le gars qui veut évidemment aller voir ailleurs pour une plus jeune. Il y a la fille trop prise dans sa vie de famille pour pouvoir vraiment fréquenter. T'as un premier ministre, un veuf.
un paquet d'histoires différentes où finalement tout le monde cherche à être moins seul. OK. Et c'est un peu une réflexion sur ce besoin de se savoir, aimer, puis d'offrir son cœur à autrui. Sur papier, c'est très beau. Et les 5 premières années où tu l'écoutes, parce que moi, je l'écoute à chaque année, c'est très beau. Puis éventuellement, tu fais tes devoirs, là, tu fais un peu de lecture, tu t'éduques. Puis tu te dis, ben voyons donc, Calvaire, à quel point c'est problématique, ce film-là. Mais tu continues à le regarder. Oui. Parce que c'est bon! Aussi dérangeant que ce soit, c'est un bon film. Et par dérangeant, j'entends... il y a un homme qui marie sa bonne qui ne parle pas sa langue. OK. Hein, donc, littéralement, là, sa servante, avec qui il ne peut pas communiquer. Mais il y a Marie, parce que le coup de foudre, dit-il, mais bon, tu y penses 2 secondes, puis t'es comme, ben non, tu sais, c'est de l'abus de pouvoir. Tout à fait. Parlant d'abus de pouvoir, un premier ministre finit par sortir avec sa stagiaire. OK. Ça rappelle certains cas américains, ouais. Il y a un d'autre qui stalk la femme de son meilleur ami aussi. Et t'as de la peine pour lui parce que l'amour de sa vie est prise, tu sais. Puis tu le comprends, là, de stalker Keira Knightley, mais après ça, tu prends un petit pas de recul, puis tu te dis, ben non, laisse-la tranquille, elle est mariée. Si elle voulait être mariée avec toi, elle te l'aurait dit, je pense. Décroche. Puis, étrangement, quand tu le regardes, tu as l'impression que tout ça est juste et bon. Et que c'est ça, finalement, aimer. Puis là, tu réalises que le consentement a été assez évacué du film. Puis que tous ces gars-là ont des problèmes, des sérieux problèmes. Puis que les filles sont pas mal toutes là pour être désirées, à part le personnage d'Emma Thompson puis Laura Linney, qui tous les deux ont des désirs, mais qu'elles ne pourront jamais assouvir parce qu'elles vont préférer protéger les hommes dans leur vie. Puis, mais ça, c'est la version intellectuelle de Love Actually, parce que quand tu le regardes, tu l'oublies très rapidement. T'as les Beatles, t'as une trame sonore délicieuse, t'as Colin Firth qui a tellement l'air de donner les meilleurs French au cinéma. Calvaire, sa technique! Ça n'a pas de bon sens. Puis là, rapidement, t'as Hugh Grant qui danse. Hey, on s'en fout que Hugh Grant qui a un kick sur sa stagiaire. Il est adorable. Il danse. Puis tu te laisses prendre. Puis là, ça a tout un petit bout de revenez-y parce que c'est tendre, parce que c'est Noël, puis parce que ça va bien jouer 3 fois à la télé pendant les vacances, tu sais. Donc, tu y retournes. Puis après ça, le lendemain, tu te sens un peu sale, comme après avoir regardé de la pornographie. Tu te dis comme, wow, j'ai-tu vraiment joué là-dessus? C'est pareil. C'est la même affaire. Et ce que j'aime, c'est que j'ai remarqué que mon kick évolue d'année en année. OK. Tu sais, mettons, au début, j'étais très Colin Firth à cause de ses French. Éventuellement, je passais à Hugh Grant, puis j'ai compris que j'étais plus attirée vers les hommes de pouvoir. Tu sais, je voulais plus les romantiques. Je voulais des hommes comme capables de prendre des décisions. Liam Neeson, là, est revenu récemment. Tu sais, là, je suis rendue une femme mature qui veut un homme aimant, qui va me pleurer si je meurs demain. J'ai l'intention de finir avec le vieux chanteur has-been. Tu ne comprends pas la référence, mais les gens qui ont vu le film comprendront que je suis de plus en plus désillusionnée. Puis, donc, dans ton cas, c'est un vrai plaisir coupable. Là. Oui, vraiment, je me sens super sale. Puis, toi, dans ta vie, as-tu, je sais pas si c'était à la Saint-Michel ou quoi que ce soit, mais fait des espèces de gestes romantiques qui n'avaient pas de sens? Avec du recul, tu t'es peut-être senti un peu ça, de dire, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ce geste romantique-là? Non, moi, je suis celle qui subit les gestes romantiques qui n'ont aucun sens. J'ai reçu des très beaux gestes romantiques, là. Mais j'en ai reçu aussi qui étaient inespérés et non voulus et complètement insensés, là. Il y a déjà un gars que j'ai frenché dans un party qui a exigé qu'on aille un dîner pour expliquer notre rupture parce que je voulais plus le voir après. Puis, avec un French? Dans un party. Puis pendant plusieurs semaines, il m'a suivi comme... Hey boy! Puis là, il a fallu que je lui explique que c'était un French de facial dans un party. Puis pour que ça se termine, il a fallu avoir une discussion là, au restaurant où je lui expliquais pourquoi notre relation prenait fin. Moi, j'attire ce genre de gens dévoués-là. Oui. Et donc, c'est peut-être pour ça que non, je professe pas de grands gestes romantiques. Mais si ça avait été
dans une ambiance de temps des fêtes avec de la musique des Beatles par-dessus. Qui sait? Écoute, c'est sûr que si tu caches une chorale dans un lieu public qui se lève pour me chanter All You Need Is Love quand je rentre, t'as des chances de me rattraper. Ça se pourrait. D'ailleurs, pour ma fête, qui était en pleine pandémie, ma grande sœur a fait un moment Love Actually, connaissant mon amour pour le film. Donc, celui qui est amoureux de la femme de son meilleur ami lui annonce là, son amour en sonnant chez elle et en ayant écrit sur des pancartes qu'il l'aimait. Question que son ami l'entende pas. Hein? Ah oui, c'est sain, ça. Hein? C'est pas problématique. Eh bien, ma sœur, étant donné qu'on était en distanciation, avait écrit tout ce que j'avais fait dans mon année pour me célébrer sur des pancartes en faisant jouer de la musique, pareil comme dans le film. C'est cute, hein? Finalement, j'en ai des gestes romantiques qui sont pas creepy. Ça, c'en est un. C'est très, très cute. Là-dessus, on va conclure l'épisode. Ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci, c'était bien le fun. Oui, si les gens veulent suivre ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ou sur quelle plateforme doivent-ils aller? On peut aller sur Instagram, Rosemée Automne. Sur Facebook, j'accepte à peu près tout le monde, même si c'est un Facebook privé. Mais sinon, j'écris dans Elle Québec à chaque semaine. Je collabore à des émissions. À la radio, on dira ce qu'on voudra. À la télévision, on va se le dire. L'effet wow, esprit critique. Et je jase à différents endroits. Génial! Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Rosemée Automne-Témorin, on a jasé de film. C'est le fun!